On va poursuivre le travail qu'on a initié lors du premier rendez-vous, où on a eu comme invité Luna pour travailler sur les questions d'emploi et de compétences des métiers du service et du soin à domicile, et notamment la question de l'attractivité du secteur et la manière dont les acteurs de la compétence pouvaient apporter euh, les acteurs de la compétence et les tech pouvaient apporter des éléments de réponse à cet état des lieux, en tout cas d'un des secteurs en tension sur notre territoire. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Anne-Charlotte Cad, qui est la directrice de l'UNA Bretagne. Je vous laisse peut-être dire bonjour, Anne-Charlotte, vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je suis directrice de l'Union régionale UNA Bretagne qui fédère 47 services d'aide et de soins à domicile en Bretagne. Merci, merci à vous. Je rappelle brièvement les objectifs du club, c'est d'apporter des réponses aux problématiques emploi-formation du territoire, de partir du terrain de l'emploi pour être pertinent et apporter des réponses à des situations bien réelles. Et donc, la première saison de ce club se concentre sur les difficultés de recrutement et de rétention du personnel dans des secteurs en tension. Donc, en l'occurrence, ici, le secteur des services à domicile, du soin et des services à domicile. Euh, un petit rappel sur l'UNA, donc, qui est une fédération d'employeurs dans le domaine médico-social et qui offre des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services de soins infirmiers à domicile. Et l'UNA représente environ 5 500 salariés en Bretagne. N'hésitez pas, Anne-Charlotte, à compléter ou à me reprendre si je dis des bêtises euh, voilà, sur votre activité. Le contexte emploi-formation de l'UNA, donc c'est entre 8 aujourd'hui, c'est entre 8 et 10% de postes ouverts inoccupés. Et ces postes concernent à la fois les services d'aide et les services d'aide à domicile et les services infirmiers à domicile. En termes de qualification sur les postes, on est à un taux de 25 à 30% de qualification sur les postes de service, sur les postes de services d'aide à domicile et 100% de qualification sur les services de soins, puisque c'est une obligation légale. Excusez-moi, je n'ai pas encore admis tout le monde. Donc, je fais un rappel. Là, je rafraîchis les idées pour les personnes qui étaient présentes la dernière fois. Et puis aussi, je donne les éléments pour les personnes qui n'étaient éventuellement pas présentes lors du premier rendez-vous pour que tout le monde reparte avec le même niveau d'info. Donc, un petit rappel des problématiques inhérentes au secteur du travail à domicile. Qu'est-ce qui pose un problème, entre guillemets, dans ce secteur? Ce sont les heures atypiques, des interventions en solo au domicile des personnes, euh, une rémunération qui pourrait être supérieure, mais dont l'UNA, par exemple, n'a pas de marge de manœuvre parce que le financement vient des départements pour les services à domicile et de l'ARS pour les soins infirmiers. Et d'autres freins périphériques à l'emploi que connaissent voilà, d'autres secteurs aussi, la mobilité, la garde d'enfants, l'accès au logement, etc. Donc l'idée, c'est de voir, malgré ces difficultés, comment on peut améliorer le sourcing et inciter les candidats à choisir de travailler à domicile versus en établissement. Euh, et donc, quel apport les acteurs de la compétence peuvent avoir face à ce constat? Donc, les échanges de la dernière fois nous ont amené à affirmer certaines choses, notamment le fait que l'OF est en première ligne dans la mise en valeur d'un métier et d'un secteur par sa formation et son offre de formation.
Et on s'est dit, du coup, que le rôle d'un OF, c'était peut-être aussi de marketer l'offre de formation, certes, mais aussi les métiers et les compétences qu'elle confère. Voilà. Euh, donc, quel est le rôle? Qu'est-ce que peut faire un OF pour améliorer le sourcing des candidats et participer à l'attractivité d'un secteur du travail à domicile? C'est la question qu'on s'est posée à la dernière. On a eu de nombreux échanges que j'ai résumés en 2 slides. Ces échanges-là nous ont amenés sur 2 pistes. La première, c'est en fait l'importance des soft skills euh, et des compétences soft dans ces métiers-là. Euh, et l'importance de la valorisation de ces compétences pour l'attractivité du secteur aussi. Donc, on s'est posé la question suivante, c'est finalement, les soft skills sont au centre de ces métiers, mais est-ce que la place des soft skills est suffisante dans les formations à ces métiers? Et est-ce que le sens trouvé dans le travail n'a-t-il pas tout à voir avec les compétences humaines qu'il demande, c'est-à-dire le contact, le soutien à domicile, l'approche humaine? Euh, et est-ce que l'acquisition de ces soft skills n'est pas une condition aux problématiques de rétention, c'est-à-dire qu'est-ce qui retient les gens d'arrêter ce travail? Alors, entre guillemets, pénible et mal payé, on a évidemment forcé le trait pour montrer en fait que derrière des conditions qui peuvent être vues comme et qui peuvent être difficiles, les gens peuvent rester et être satisfaits de leur travail. Souvent, ce sera grâce aux soft skills, grâce au contact humain et au service rendu, qui est aussi valorisant. Et du coup, comment cette approche-là peut être intégrée dans les parcours de formation, ou mieux intégrée, ou mieux valorisée. Et le deuxième levier, c'était l'aspect très marketing, enfin très marketing, l'aspect valorisation d'un secteur et d'une offre de formation, par les OF notamment. Donc, quel est le rôle des OF dans la valorisation d'un secteur d'activité, d'un travail, notamment par les compétences, le sens et les valeurs qui y sont associées. Hop. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui demande à rentrer. Et les soft skills qui seraient alors mises en avant, ou mieux mises en avant, ou mises en avant différemment dans les parcours de formation, ne serait-elle pas un vrai levier d'attractivité et comment les inclure dans le marketing du secteur et de l'offre de formation? Voilà. Il y avait une analogie qui avait été faite avec les métiers de l'armée, euh, dont les conditions de travail sont éminemment difficiles, mais une communication de l'armée qui est essentiellement, voire à 100% axée sur les valeurs et le sens du métier. Donc c'était un exemple qui donnait une perspective dans le marketing du secteur. Donc aujourd'hui, donc là, l'idée, on a eu ces 2 gros sujets qui sont sortis la dernière fois. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin maintenant, lors de cet atelier et lors du suivant, qui sera le dernier, sur ce sujet. Et donc aujourd'hui, on va s'attacher au levier numéro 1, sur l'inclusion des soft skills dans l'offre de formation, notamment, et sa valorisation. Et l'idée, c'est de réfléchir à la manière dont on peut traduire la richesse des soft skills dans les métiers du domicile à travers le recrutement en formation, le parcours de formation et dans sa reconnaissance. Donc, on va passer cette heure qui vient à, à essayer de répondre à ça. Et on va faire du coup, pour vous donner des éléments sur lesquels réfléchir, on a fait un focus sur 3 diplômes du soin et des services à domicile, que je vais laisser Anne-Charlotte présenter parce qu'elle les connaît bien mieux que moi. Et puis à partir de ces 3 diplômes, on va réfléchir à 3 questions qu'on s'est posées par rapport à ça. Je vous laisse Anne-Charlotte présenter ces 3 diplômes. Donc, on a le diplôme d'État d'aide-soignant, DEAES, avec la spécialité domicile, donc un équivalent bac. Et là, donc en fait, c'est un diplôme obligatoire pour exercer le métier d'aide-soignant
au sein des services de soins infirmiers à domicile, qu'on appelle les SIAD. Voilà, avec plusieurs organismes de formation en Bretagne. Le diplôme d'État AES, donc là, c'est accompagnant éducatif et social, qui, auparavant, on avait trois diplômes distincts. Il y avait AMP, il y avait auxiliaire de vie sociale et auxiliaire de vie scolaire. Et donc, ça a été regroupé en un seul diplôme. Et c'était d'ailleurs un souhait de notre fédération. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment le diplôme phare pour travailler en tant qu'aide à domicile. Et on a estimé à peu près à 30% des personnels qui sont titulaires de ce diplôme. Et pour les métiers d'aide à domicile, nous avons aussi le titre assistant de vie aux familles, qui convient tout à fait aussi à nos adhérents. Et là, qui est une formation de 6 mois, qui convient aussi et qui permet d'exercer le métier d'aide à domicile au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile, donc les SAD. Voilà, donc les 3 diplômes, sachant voilà que pour être aide-soignant, il n'y a pas le choix, c'est une obligation et pour, intervenir en tant qu'aide à domicile, on privilégie bien sûr, les personnes qui ont le diplôme AES ou ADVF, mais du fait du contexte, de pénurie de salariés, heu, nos adhérents peuvent aussi, recruter, sans diplôme aujourd'hui et former, en cours, d'emploi. Voilà. Charlotte, il y a aussi peut-être, la précision sur la formation, les formations privées, versus publiques. Donc, le diplôme d'état d'aide-soignant, ne on va pas pouvoir forcément réfléchir à la manière d'inclure plus de soft skills dans ce diplôme parce que c'est un diplôme d'état, sur lequel il n'y a pas de marge de manœuvre pour enfin, pas en tout cas, de marge de manœuvre dont on dispose pour changer de diplôme ou l'améliorer. Par contre, sur les 2 autres diplômes, il y a une offre de formation privée, c'est ça? Et du coup, il est possible d'imaginer, des formations qui soient, axées différemment, c'est ça? Bah, notamment pour le titre ADVF, oui, on peut, comme il y a en plus des modules, en fait, on peut tout à fait, avoir des parcours de formation, avec, une partie de la formation en fonction des besoins des employeurs. Heu on peut choisir en fait des thématiques et des modules qui nous semblent prioritaires et permettent aussi à la personne, une fois qu'elle est salariée, de poursuivre en cours d'emploi, en fait. Et c'est vrai qu'on a, des mentions complémentaires aussi en lien avec l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Donc oui, il y a un peu plus de marge de manœuvre pour le titre ADVF notamment. Heu, AES, c'est travaillé après, quand même à partir d'un référentiel, donc c'est un peu plus compliqué. Ça se travaille en lien avec, les acteurs, de la formation aussi, mmh. Après, C'est on sur, peut aide-soignant où là, voilà, c'est au niveau national que c'est traité à partir d'un référentiel, quoi. néanmoins sur le diplôme AES, on peut aussi imaginer, une amélioration ou une orientation plus portée sur les soft skills et ensuite ça peut être une proposition qui puisse être, relayée et remontée, aux acteurs, de la Oui, tout à compétence. fait. Ah oui, 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 c'est aussi, voilà, notre rôle de faire remonter les ajustements nécessaires, en fait, hein, du fait du contexte et puis des besoins aussi des employeurs. OK, très bien, merci. Alors, là, l'idée maintenant, c'est par rapport à ces diplômes notamment, hem, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que, on peut rajouter la dimension soft skills sur des diplômes existants? Est-ce qu'il faudrait créer un nouveau diplôme ou un module soft skills en amont du DEAS, par exemple? Est-ce qu'il faudrait créer un autre diplôme, pour donner, plus de valeur, aux soft skills?
Est-ce que dans ce diplôme, il faudrait sécuriser les compétences soft skills sans passer par tout le contenu, par tout le contenu technique et éviter aussi le biais de l'écrit et de la théorie qui est très présent dans le diplôme initial, avec un socle minimal de compétences issues du DEAS. Comment mettre en œuvre ce diplôme? Euh, et comment détecter les soft skills en phase de sélection, par exemple pour les OF? Comment on détecte une appétence particulière chez les candidats? Et comment on la valorise et comment on peut les faire du coup venir vers ces diplômes qui seraient plus marqués soft skills. Donc, on vous propose de réfléchir à ça pendant l'heure qui vient. Est-ce que déjà c'est clair pour tout le monde? Et est-ce que vous avez des questions ou des réflexions? On peut déjà débriefer un petit peu comme ça. Et après, on peut peut-être prendre euh, la question de est-ce qu'il faudrait rajouter une dimension soft skills sur un diplôme existant ou est-ce qu'il faudrait créer un autre diplôme ou est-ce que vous pensez qu'en fait, est-ce que vous pensez déjà que ça c'est pertinent? Euh, voilà, je vous écoute. Je vois Sylvie qui dit, à mon avis, les soft skills doivent être intégrés dans chaque diplôme et non séparément. Ok, Sylvie, est-ce que je t'en prie, tu peux prendre la parole directement, hein, vous pouvez tous prendre la parole. C'est ce qu'on a fait la dernière fois, on était plus nombreux, il n'y a pas eu trop de problèmes, sauf ceux qui ont des fonds sonores très très bruyants. J'ai pas de fond sonore bruyant, juste un problème d'yeux, donc ça va. Donc non, je pensais qu'effectivement les soft skills, enfin pour moi, c'est pas quelque chose à part entière, c'est tellement transversal que ça devrait faire partie de toutes les formations possibles et inimaginables, quels que soient les secteurs du reste. Et effectivement, encore plus particulièrement dans ce secteur d'aide à la personne où il y a vraiment une dimension relation humaine qui est essentielle pour justement des salariés. Et en fait, effectivement, l'avantage de la personne qui travaille à domicile par rapport à celle qui travaille dans un institut sur ces métiers-là, c'est vraiment la richesse de la qualité, en fait, du lien qui peut se créer avec la personne à qui on rend visite, que ce soit pour les soins ou pour d'autres thématiques, puisque parfois ce sont c'est le seul lien social que peuvent avoir des personnes, notamment je pense aux personnes âgées, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit être intégré et voilà, il faut surtout pas qu'il y ait de trous dans la raquette à ce niveau-là. Est-ce qu'aujourd'hui déjà, Anne-Charlotte, vous pourriez évoquer la place des soft skills, c'est peut-être pas appelé comme ça, mais dans ces diplômes-là, quelle part est faite à l'approche et aux compétences humaines? Et si je peux me permettre, juste, j'aurais besoin que vous m'expliquiez quels sont vos adhérents, en fait, hein. Quand vous parlez d'adhérents, alors j'étais pas là au premier webinaire, je pouvais pas être présente, et donc voilà, donc je voudrais vraiment savoir pour mieux comprendre en fait et avoir des remarques peut-être plus pertinentes. Oui, bien sûr. Alors, on a des services d'aide services d'aide et d'accompagnement à domicile qu'on appelle les SAD et des services de soins infirmiers à domicile. Au niveau des SAD, en fait, en fait, ce sont essentiellement des aides à domicile, donc avec les diplômes évoqués tout à l'heure, accompagnant éducatif et social ou assistant de vie aux familles. Il y a aussi d'autres diplômes, hein, des bacs pro, des BEP, des CAP, etc. Et donc, les personnes interviennent auprès de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap ou de familles qui ont besoin d'un accompagnement pour un maintien à domicile. Euh, et à côté, on a les services de soins infirmiers à domicile où là, on va avoir un infirmier coordonnateur avec des aides-soignants qui vont intervenir toujours au domicile des personnes pour favoriser le maintien, mais aussi là avec une approche sanitaire, puisqu'on sera sur du soin
Donc, c'est vraiment une intervention auprès de patients avec une personne diplômée, aide-soignante, qui pourra travailler en lien avec des infirmiers qui sont soit des infirmiers libéraux qui ont une convention avec le SIAD ou des infirmiers salariés sous la direction de l'infirmier coordonnateur. Donc, vraiment, nos métiers principaux, ce sont vraiment aide-soignants, aide à domicile, et puis en plus petit nombre des infirmiers salariés ou coordonnateurs. Et pour les services d'aide à domicile, on a des responsables de secteur qui managent et encadrent les salariés. Merci. Alors, ma question, c'était plus qui sont les adhérents, en fait? Nos adhérents sont tous de statut non lucratif, donc ce sont soit des associations, soit des mutuelles, soit des structures publiques de statut, alors soit c'est la fonction publique territoriale ou hospitalière. Donc on a vraiment une variété d'adhérents, on a des mutuelles, des CIAS et puis des associations qui s'appellent pas UNA, donc qui vont avoir des noms différents. Je peux vous donner quelques exemples. Il y a Ampère, Asia Réseau UNA, les associations ASAD, ASAD. On les reconnaît pas forcément sous le nom UNA, mais avec une variété de noms, donc selon les merci. départements. Merci. Vincent, vous disiez logiquement cela devrait être intégré car c'est le cas dans les fiches de poste, au moins les nôtres. Est-ce que vous pouvez préciser? C'est moi qui ai écrit ça. Oui. Tout simplement, nous, dans nos fiches de poste chez Scolaire Avenir, on a toutes les parties, les missions attendues, les principales, les secondaires, ce qui est spécifique et les connaissances, tout ce qui est requis. Mais aussi, on va rentrer dans un descriptif par rapport à leur environnement de travail et qu'est-ce qui est attendu, s'ils sont en relation avec différentes personnes, que ce soit internes ou externes, ou pas. Et ça va varier effectivement dans ces attentes. Donc on a travaillé là-dessus pour pouvoir, je dirais, mieux cerner les profils des différents candidats quand on a des recrutements à pourvoir. D'accord, donc ce que vous dites, c'est que de toute façon, les fiches de poste précisent bien les compétences attendues, qui sont des compétences humaines avérées dans cet environnement de travail-là, et que du coup, en face, dans l'offre de formation, il devrait y avoir la formation à ces compétences-là. En tous les cas, ramener à la fiche métier, oui. Parce qu'après, il y a des choses spécifiques suivant chacune des organisations, les cultures d'entreprise. Mais au niveau de la fiche métier, je prends toujours l'exemple du comptable. Entre un comptable qui va être dans un service d'une PME, il va être essentiellement en relation en interne, voire avec l'expert comptable, peut-être une ou deux autres personnes comme l'URSSAF, mais ça va s'arrêter là. Alors que s'il travaille dans un cabinet comptable, il va être en relation avec le portefeuille client du cabinet comptable. Et donc, on va attendre de lui qu'il soit, je vais dire, beaucoup plus dans le relationnel, par exemple. Et un relationnel à tendance commerciale, ce qui ne sera pas le cas dans le cadre de la PME. Alors, par rapport à ça, les 3 diplômes que Ken-Charlotte vous a présentés, il y a une spécialité de domicile et pour le DEAS, pour le diplôme d'aide-soignant, et pour le diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social. Et donc, j'imagine, Anne-Charlotte, que la spécialité domicile est là justement pour adresser les spécificités de cet environnement-là. Et c'est peut-être là que se nichent les soft skills, l'approche comportementale. Il y a aussi des périodes de stage en fait en entreprise qui permettent aussi de découvrir le domicile ou l'établissement. Ça, c'est important. Et c'est vrai que sur l'apport de la formation, on
n'aura pas forcément de différence, mais ça va plutôt être sur la partie stage en entreprise où on vient découvrir en fait les différentes facettes du métier, qu'il soit exercé en établissement ou à domicile. Alors, c'est vrai que sur le diplôme accompagnant éducatif et social, nous, on avait justement milité pour qu'il n'y ait plus de spécialité domicile parce que, justement, on sait que dans une carrière, les personnes vont passer du domicile à l'établissement et que ça nous semble important qu'il y ait un seul diplôme et qu'ils puissent, par contre, lors de leur formation, découvrir les deux volets. Pas qu'ils s'enferment dans un choix au moment de la formation et qu'ensuite ils se disent qu'ils ne puissent pas aller vers le domicile parce qu'ils n'ont pas la bonne spécialité, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Puis on se rend compte que de plus en plus, les personnes aspirent à une mobilité professionnelle. Et on a même des personnes qui se forment au métier d'aide à domicile et qui veulent poursuivre après pour avoir le complément pour être aide-soignant. Donc c'est vrai que dès le sourcing, on essaie aussi de repérer. C'est ça qui est important aussi, justement, c'est de la différence entre l'aide et le soin qu'on puisse le repérer finalement un peu même en amont du choix de la formation. D'où l'idée, là, quand vous parliez d'un module en amont, ça peut être une piste intéressante aussi, parce que les personnes ne voient pas toujours la différence entre le métier d'aide à domicile ou d'aide-soignant. Par contre, ce n'est pas le même niveau d'études, donc j'imagine que le sourcing, il se fait là aussi? Oui, oui, ça peut être le niveau d'études aussi, la durée de la formation. C'est sûr qu'il y a une sélection qui peut se faire à ce niveau-là aussi. La formation d'aide-soignante est moins accessible en fait. Et donc du coup, l'idée d'un module en amont du diplôme d'aide-soignant ou d'aide à domicile, ce serait pour mieux orienter dans le cas où le candidat... Bah, c'est des choses auxquelles on réfléchit parce qu'on se rend compte que les personnes ne veulent pas toujours non plus s'investir sur des formations trop longues pour des publics qui sont peut-être un peu plus éloignés de l'emploi. Et on travaille en ce moment sur des modules de formation finalement un peu plus courts pour avoir les bases du métier. Et c'est vrai que là, je dirais que la question des soft skills est essentielle parce que quand on recrute quelqu'un qui n'a pas forcément le diplôme attendu, on va se centrer d'autant plus sur les qualités et les aptitudes de la personne. Si je peux intervenir, la difficulté des soft skills, c'est quelque chose qui s'acquiert dans le temps et qui prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que cette formation qui va être vraiment sur parfois plusieurs années, puisque c'est du comportemental, c'est de la pratique, c'est des exercices, est effectivement nécessaire dans ces métiers de soins, d'une façon générale, et va permettre de mieux vivre son métier. Est-ce que votre problématique, c'est parce que là, ça a changé de slide, mais tout à l'heure, on était sur le slide de mesurer à l'entrée, ou c'est la problématique comment former au niveau de la durabilité, parce que c'est deux choses pour moi différentes. Oui, en fait, il y a plusieurs questions qu'on propose de traiter. Il y a est-ce que les... J'entends plus. J'ai plus de réseau. Qui n'a plus de réseau? Je vais couper. C'est Karine, on ne l'entendait pas très bien, Karine. Je crois que... Ah oui, d'accord. Elle a son réseau qui est timide. Fabien, j'ai coupé votre micro parce que vous avez un bruit, un grésillement qui est très fort. Mais je pense que vous pouvez reprendre la parole dès que vous faites le test. Mais...
Alors, oui, la question c'est en fait, est-ce que, en fait, par quoi on commence? C'est-à-dire, est-ce qu'on pense à l'intégration des soft skills dans un parcours de formation qui est long, parce que ce ne sont pas des compétences qui s'acquièrent facilement, enfin, ou rapidement, selon mon tarif? Ou est-ce qu'à l'entrée... Alors, c'est Karine qui... Vous nous entendez, Karine? Cliquez. Je désactive aussi le micro le temps qu'elle retrouve une stabilité dans la connexion. Donc, si j'ai bien compris, hein, c'était est-ce qu'on se pose la question de l'intégration des soft skills sur un parcours long ou est-ce qu'on les détecte ou est-ce qu'on pense à un diplôme en amont ou un module en amont de formation courte? Est-ce que c'est ça, Karine? Est-ce que j'ai bien compris ce que Karine a dit, les autres? Moi, ce que j'ai compris, c'est effectivement que c'était intéressant de faire un module en amont. En revanche, effectivement, les soft skills, quand on voit, enfin, ça se travaille tout au long d'une vie professionnelle, on va dire. Mais bon, c'est important de pouvoir avoir les notions des notions dès le départ, ou en tout cas d'être éveillé sur des thématiques qui sont importantes. C'est d'autant plus important que, comme le disait Yannick il n'y a pas si longtemps par rapport aux compétences qui pouvaient être sur la durée d'une carrière il y a quelques temps, un comptable était comptable ad vitam. Aujourd'hui, on voit que les compétences vont durer maximum 18 mois et qu'il faut sans cesse les mettre à jour. Et donc, pour moi, ces soft skills sont indispensables et il faut pouvoir, peu importe le métier finalement, hein, même si là aujourd'hui on est sur la santé, etc. Mais je pense qu'il faut pouvoir les mettre à jour en permanence et du coup sur des modules en micro-learning ou avant ou après un diplôme. Tout à fait d'accord. Pas forcément intégré dans le diplôme, mais dans un format modulable qui puisse être en fait activable à n'importe quel moment aussi, peut-être avant et pendant un diplôme, et peut-être au cours de la vie professionnelle. Complètement, et je pense que ça doit aller avec la GPEC et que pour moi tout ça c'est global au sein du métier, que ce soit le DEAS ou autre, hein. Est-ce que ça vous intéresserait, Anne-Charlotte, Karine revient. On travaille sur cette idée de modules courts à prendre en main avant ou après un diplôme ou à n'importe quel moment dans la vie professionnelle. Est-ce que là, on peut peut-être se prendre un quart d'heure pour voir ce qu'il en serait de ce module? Oui, tout à fait. Par rapport à la problématique, c'est-à-dire, est-ce que vous avez, comment est-ce qu'ici il y a des professionnels qui ont déjà créé des parcours de formation aux soft skills? Et si oui, oui, Karine, Je suis quelle désolée, approche? ma tablette a Oui, eu un coup de chaud, ce qui explique que je ne oui. sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais moi, j'avais plus rien. Juste pour expliquer un peu mon parcours et du coup, comment j'ai vu, moi, les choses. Anciennement DRH, je suis aussi designer et formée aux neurosciences. Pourquoi je développe entre autres une application sur les soft skills? Parce que je sais que c'est un parcours lent et que c'est par des petites choses au quotidien, une application de l'utilisateur qui va, du coup, je dirais, travailler ces notions-là. Donc moi, c'est entre autres pour ça que j'ai développé une solution. C'est vrai que dans le cadre du recrutement, parce que j'en fais encore en mode conseil, c'est pas évident à mesurer.
pour répondre à votre demande, parce que j'accompagne aussi des aides-soignantes qui se reclassent dans d'autres métiers et voilà, dans les entreprises dans lesquelles j'interviens. C'est pas simple pour les garder dans leur métier, pour pas qu'ils s'usent, alors qu'on en a besoin des soignants. Donc, il faut soutenir les soignants. C'est vrai que la charge mentale qu'ils subissent et la gestion du stress fait que parfois ils vont avoir du mal à rester dans leur métier d'une façon générale. Pour moi, c'est par des petites choses, si je peux partager mon expérience, c'est par des petites choses au quotidien et je rejoins le fait qu'ils n'ont pas forcément envie de faire des grandes formations. C'est des petites choses au quotidien qu'on peut les accompagner. En tout cas, moi, c'est vers là que j'ai travaillé et c'est comme ça que le conseil que je pourrais vous apporter aussi, par rapport à tout ce que je travaille dans le domaine de la santé. D'accord, donc en fait, pour vous, Karine, ce serait plutôt une formation, pas forcément une formation courte avant ou après un diplôme, mais quelque chose de continu tout au long de la vie? Oui, pour moi, les soft skills, c'est quelque chose qui se travaille, qui évolue. Le cerveau, c'est un muscle hein, qui se muscle tout au long de la vie, mais très, très lentement. Il est dit mature à 25 ans et après, on le muscle toute sa vie. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut devenir toujours plus intelligent émotionnellement. Maintenant, c'est par, je le dis souvent en rigolant, mais si on ne fait pas d'abdominaux tous les jours, on n'a pas de résultat. Et ben, au niveau du cerveau, c'est faire des exercices un petit peu tous les jours. Moi, je suis partie de ce principe-là en disant, voilà, boîte à outils avec des exercices adaptés à des situations émotionnelles pour que la personne puisse le travailler au quotidien et qu'elle se responsabilise dans travailler à son bien-être. Parce que du mal-être, on en vit tous. Par contre, travailler, accepter de travailler à son bien-être et d'expliquer que ça, c'est dans le pouvoir de chacun. Et c'est pas que complètement la responsabilité de l'entreprise. C'est une ancienne DRH qui parle, qui intervient dans l'entreprise. Oui, l'entreprise a des choses à faire et à apporter, mais c'est aussi dire, si tu veux pas d'aide, si tu peux, voilà, il y a toi aussi qui peux agir. On peut le faire ensemble. Mais c'est vraiment quelque chose de long. Hein. Enfin, la meilleure des meilleures des formations métiers, pour autant, ne pourra pas non plus former à tous les soft skills. Enfin, mais je suis d'accord que dans la pénurie de main-d'œuvre, c'est les soft skills qui vont faire que les personnes vont s'en sortir. Ça, je vous rejoins complètement dans ce qui a été dit. Pour moi, c'est la boîte à outils, des petites choses pour que les personnes osent le travailler. Et on est sur un public très féminin. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, hein, mais j'étais au ministère de la Santé la semaine dernière. J'ai eu aussi des taux d'accidents de travail qui sont très, très élevés dans les métiers du soin, plus élevés que bâtiment. Donc ça, c'est énorme. C'est une vraie préoccupation du ministère, d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui. Il y a un gros travail à faire de fond pour l'intégrer dans les formations. Je pense que c'est d'avoir des outils qui permettent aux gens de le travailler à leur vitesse aussi. Si je le compare toujours à la notion de sport physique, il y a les sportifs du dimanche et les sportifs de haut niveau. Par contre, ils peuvent tous avoir une appli pour faire des abdominaux. Ils peuvent tous avoir des outils pour se former. Voilà, je ne sais pas si j'aide en répondant ça, mais si je vous partage mon expérience et mes connaissances. Oui, en fait, là, je vois là qu'il y a deux, en fait, il y a deux approches. Il y a votre approche qui, pour moi, Karine, ressemble beaucoup à les soft skills pour le maintien dans l'emploi et pour le mieux-être, pour vivre son emploi mieux et pour pouvoir y rester et se donner des meilleures conditions possibles pour bien supporter le travail dans la durée, prendre soin de soi. Et qui répondrait plutôt à une problématique de rétention du salarié au bout de quelques années dans le secteur, qui est un secteur qui peut user. Et il y avait l'autre approche dont on parlait avant, c'est-à-dire préparer un jeune, ou moins jeune, futur stagiaire qui préparait des diplômes d'aide-soignant ou d'aide à domicile, préparer aux soft skills pour acquérir des compétences dans le cadre d'une formation à la préparation au métier. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais pour moi, il y a deux choses qui se dégagent. Sur cette partie-là,
pour moi, ce qui marche le mieux et qui est très pratico-pratique, c'est les jeux de rôle. C'est la mise en place de jeux de rôle, de jeux de situation à partir d'expériences des personnes. Donc, ceux qui n'ont pas d'expérience, on va leur amener des jeux de rôle de situation. C'est ce que je fais moi sur du management aussi et autres. On prend une situation qu'ils n'ont pas encore vécue, mais on la fait pratiquer et on leur donne des réflexes. Et ça, voilà, en termes de pédagogie, on amène déjà vous allez face à ce genre de situation. Je peux par exemple prendre la situation d'une personne en colère, puisqu'il y a de plus en plus de violence. Les soignants subissent aussi de la violence à la part des personnes pour lesquelles ils prennent soin, parce qu'elles sont en situation de faiblesse diverses et variées. Comment je réagis face à quelqu'un qui est en colère et qui peut devenir violent? Donc ça, c'est des soft skills, clairement. Mais sans les dégoûter du métier, de leur donner les clés avant pour leur dire, voilà comment vous allez pouvoir réagir. Du point de vue émotionnel, sans rentrer dans du Krav Maga et autres. Je le dis en rigolant, mais je connais ce que fait SPS et d'autres. Il faut des choses très, très bien, mais je pense qu'on peut apprendre émotionnellement à gérer ce genre de situation face à une personne en colère. Oui, et ça, ce sont des compétences en fait qui sont à la fois très importantes et très valorisantes. De se dire qu'on peut gérer des situations comme ça, c'est quelque chose qui est très valorisant et qui peut être très valorisé, ou en tout cas mieux valorisé, et qui peut participer à l'attractivité aussi de ce métier-là. C'est-à-dire que je ne fais pas qu'un service à domicile, je gère des situations familiales, je gère euh, un état mental d'un patient, et je suis autre chose euh, que je ne viens pas faire que du ménage à domicile, par exemple, quoi. La systémie, tout ce qui se passe autour, la personne, elle peut être en colère à cause de sa maladie. Elle peut être en colère par rapport au fait qu'elle n'est pas aidée dans sa famille. Enfin, voilà, donc par rapport à l'injustice, c'est le thème de la colère. L'injustice subie, il faut chercher la cause. Donc, si je comprends déjà, c'est quoi la colère? Que veut dire la colère? Je peux aller chercher les causes de la colère, aider la personne à en prendre conscience et de ce fait, l'accompagner vers un état plus calme, qui de toute façon lui fera du bien dans ce qu'elle vit, dans sa situation de vie. Donc, on rentre un peu en personne, on devient coach de ce fait. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à rentrer aussi en relation avec l'autre et à l'amener vers quelque chose qui est bon pour elle. Donc, sans s'appeler coach, parce que ça veut dire beaucoup de choses aujourd'hui, on va être plus intelligent émotionnellement et donc plus capable de développer ces relations interpersonnelles, qui est une des compétences de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que, d'après vous, des modules de jeux de rôle, est-ce que c'est des choses que vous avez testées? Moi, ça m'intéresse d'avoir votre retour. Ça a été fait, pas fait? La question s'adresse à moi ou aux autres organismes? Si c'est moi, oui, c'est fait par les organismes de formation. Ils utilisent, à mon avis, les jeux de rôle. Et juste pour compléter, je me retrouve tout à fait dans vos propos. C'est vrai que cette idée d'acquérir des compétences régulièrement et d'aider les personnes à se former avec des outils simples. Alors, c'est vrai que ça peut être le e-learning, ça peut être tout un tas des groupes d'échange de pratiques, et on fait beaucoup, beaucoup de formations continues justement par rapport à ce que vous dites sur mieux comprendre les troubles des personnes accompagnées, comment avoir la bonne posture, etc. Et c'est vrai qu'on a besoin et c'est une des richesses du secteur, c'est qu'on forme beaucoup une fois que la personne est en emploi, parce que ça rejoint ce que vous disiez, on a besoin de consolider en fait les connaissances, et puis il y a sans arrêt de nouveaux conseils, des nouvelles formations. Donc c'est un point fort et une richesse pour notre secteur, mais il faut aussi trouver voilà, des outils simples pour le faire en cours d'emploi. Donc il y a le e-learning, mais bon, il y a plusieurs ou des formations courtes aussi.
le e-learning et l'humain à l'humain. Je pense qu'il faut les deux. Il y en a un qui permet de se former quand on est dispo, quand c'est le moment. Parce que les contraintes horaires du métier sont assez fortes aussi. Et la boîte à outils, moi j'insiste là-dessus. Et le deuxième, c'est que rien de tel que le face-à-face de l'humain qui s'entraîne. Je défends mon métier en même temps parce que je crois en l'humain et à la valeur de l'humain. Merci, je vois qu'il y a des commentaires. N'hésitez pas à prendre la parole pour expliquer. Hervé Lebert, vous mentionnez le microlearning et les podcasts. Du coup, pour répondre à quels objectifs du coup. En fait, ce qui se passe, Anne-Cécile, c'est qu'on se rend compte que, notamment dans le métier de la santé, les gens ont peu de temps et que ce soit un podcast ou du micro-learning, c'est-à-dire une capsule de 15 minutes, par exemple, eh bien, les gens vont pouvoir s'améliorer, comme je l'ai écrit un peu plus tard en commentaire, se former tout au long de la vie, pendant les transports, pendant des temps libres qu'ils ont. Et je pense que c'est aujourd'hui un petit peu comme le télétravail, un peu comme ce qu'on est en train de faire, l'agilité en visio, sans être obligé de se déplacer. Moi, je suis à Vannes, certains sont à Rennes, etc. Je pense que ça fait partie de l'évolution obligatoire de la formation. Et même si les OPCO restent sur des formats 7 heures pour que ce soit validé, l'évolution de la formation doit aussi passer par cette agilité, cette souplesse et ce morcellement. Je travaille par exemple avec la Guadeloupe et je vais travailler avec une association, bon, peu importe, mais quand même en rapport avec la santé, puisque c'est une personne atteinte du cancer qui a créé cet asso et qui veut faire monter son équipe. Et donc, je vais faire 6 modules de 2 heures, par exemple, en distanciel. Voilà. Et donc, c'est une agilité que j'ai acquise depuis 2021 et qui est obligatoire aujourd'hui et a fortiori encore plus dans les métiers de la santé. Je rebondis à ce que vous disiez sur le temps de transport. Il y a énormément de temps de transport dans l'activité du service à domicile. C'est certainement un temps à optimiser, entre guillemets. Ça peut être le podcast, vous parliez du format podcast, avec des retours d'expérience de pairs. Ou je sais pas, n'importe quel enregistrement en fait sur des difficultés que peuvent rencontrer du personnel des services à domicile ou du soin. C'est vrai que le côté trajet en voiture et écoute passive d'un contenu de formation audio, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je vois AE, je ne sais pas qui c'est. Pour vous, la difficulté est plutôt de maintenir l'envie d'exercer l'emploi et donc de prendre soin de soi pour être bien dans sa relation aux autres ou travailler la posture relationnelle entre professionnels et personnes accompagnées. Oui, bonjour. Je vous parlais directement. Donc, moi, je suis Anne-Eva Le Bourdet et c'était pour rebondir sur les propos de Madame Pelé, mais vous avez fait la même chose, Anne-Cécile, en disant voilà, qu'il fallait à la fois prendre soin de soi, mais aussi apprendre la posture et le relationnel, et que c'était peut-être des objectifs complémentaires, mais aussi différents et qui ne nécessitaient pas forcément non plus le même traitement. Et je me permets aussi de rebondir sur la dernière idée au niveau du podcast. Je pense qu'il faut aussi définir à quel moment cette formation ou ces possibles capsules de formation pourraient avoir lieu, parce que voilà, si on envisage sur du temps personnel, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est ça qui est souhaité, que les gens prennent de leur temps libre pour se former, ou alors est-ce que ça relève de leur temps de travail? Et puis, attention aussi à tout ce qui va être acquisition vraiment des connaissances, parce que simplement écouter un podcast, on sait qu'en termes de mémorisation, ça ne va pas avoir une utilité très, très impactante si derrière, ce n'est pas repris pour que la personne vraiment puisse se poser, réfléchir, faire des liens entre ce qu'elle vient d'entendre et ce qu'elle vit dans ses situations professionnelles. Enfin, vraiment qu'il y a un travail cognitif qui découle de cette écoute, qui peut être une manière intéressante de présenter du contenu, mais ce n'est pas ça qui va forcément vraiment faire changer la manière d'agir
après une simple écoute. Donc, je pense que ça peut être un outil, mais qui doit être combiné à d'autres modalités de formation beaucoup plus engageantes pour que la personne se questionne, fasse des liens, mémorise, etc. Si là, on veut voir une évolution dans les pratiques professionnelles. Bien sûr, j'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est l'échange d'expériences entre les pairs. Et le partage en fait de problématiques, parce que j'imagine que c'est aussi un métier, des métiers qui peuvent dans lesquels les gens se retrouvent seuls face à leur situation. Est-ce qu'ils ont des moments pour partager des expériences, pour se donner des conseils entre eux? Je ne sais pas. Et comment, Anne-Charlotte, il y a une autre question sur quel est le temps accordé à la formation? Est-ce que ces moments de formation sont payés pour les salariés? Et est-ce qu'ils à quelle récurrence vous disiez tout à l'heure que vous aviez beaucoup de formations pour eux. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Elles sont en fait, c'est sur du temps de travail, hein, la formation, que ce soit une formation en présentiel ou en e-learning. Donc aujourd'hui, ça se fait vraiment sur du temps de travail. Par contre, justement, peut-être qu'il faut développer d'autres outils complémentaires hors temps de travail, mais c'est vrai que l'employeur, quand il propose une formation, c'est toujours sur le temps de travail, rémunéré. Donc, et autrement, il y a des temps de réunion entre le personnel d'intervention à domicile. Mais par contre, les temps de réunion ne sont pas importants, en fait, hein, parce que c'est toujours la problématique du financement. Donc, mais par contre, il va y avoir des temps de réunion qui vont avoir lieu. Ça dépend. Les aides-soignants se voient un peu plus parce qu'il y a des temps de transmission et de réunion et des passages dans la structure quotidien. Par contre, les aides à domicile ont beaucoup moins de temps et sont plus isolés. D'où l'importance, justement, de créer du lien, des occasions d'échanger avec leurs collègues. Et il y a pas mal de travaux actuellement, justement, sur la mise en place d'équipes un peu plus autonomes qui échangent davantage entre elles pour que les aides à domicile soient moins isolées, en fait, hein. Il y a des nouvelles formes de management qui se mettent en place avec davantage des équipes à responsabilité élargie et davantage de contacts entre elles. Et on a aussi quand même comme outil de communication les smartphones, téléphones. On a de la télégestion. Donc avec le numérique aussi, il y a eu davantage de communication. Et c'est important qu'il y ait de la formation en présentiel parce que c'est vrai que les personnes se voient moins quand même qu'en établissement, évidemment. Donc, D'accord. Quelqu'un lève la main. Catherine? Oui, c'était pour rebondir là-dessus. Il est vrai que je pense que c'est cette notion de réseau, en fait, entre les différents soignants a tendance à se développer et j'imagine que ce partage d'expérience par des espaces comme ça de réseau peut aussi être fort utile en temps asynchrone en fait. À la fois, il est important effectivement d'avoir des temps de regroupement entre les équipes, mais comme on sait que la problématique du temps est très importante, le travail sur l'asynchrone, à mon avis, peut être aussi une piste pour travailler sur ces échanges d'expériences. Est-ce que vous avez la connaissance de groupes WhatsApp, par exemple? Parce que j'imagine que ça existe entre aides à domicile qui se partagent un petit peu leurs expériences et qui peut-être se demandent conseil. Et je pense qu'il y a des moments comme ça informels de formation entre pairs. Enfin, c'est pas de la formation, mais en tout cas d'échanges qui sont tout aussi importants. Je sais pas si ça existe et si ça peut être quelque chose qui peut être intégré comme une vraie modalité, en fait, ne serait-ce que d'échange, quoi. oui, c'est une bonne idée. Je sais que ça avait été impulsé par un organisme de formation d'ailleurs, entre les personnels, les stagiaires de la formation, pour qu'ils communiquent entre eux
pendant un parcours de formation et d'intégration. Une des difficultés, la plus grosse difficulté, c'est de fidéliser et de garder les personnes en fait pendant les premiers temps d'embauche en fait, parce que du fait d'être isolé au domicile et on travaille beaucoup sur le tutorat justement, mais qui dit tutorat, c'est travailler en binôme, donc ça coûte plus cher à l'employeur, donc il peut le faire, mais pas dans une durée très longue. Et ce qui est très important, c'est que les personnes ne se découragent pas quand elles se retrouvent seules au domicile, en fait. D'où l'idée de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est d'un apprentissage aussi à gérer des situations imprévues ou se retrouver seul et puis d'avoir peut-être, oui, cette idée d'échange simple avec des collègues ou des tuteurs. Dans un autre cadre, en fait, pour une formation à la nutrition auprès de personnel soignant en EHPAD, nous avons monté, nous avons créé en fait des fiches d'observation de situations, observation de l'assiette, observation de la situation de la personne résidente en EHPAD. Et ces fiches, qui sont des fiches vraiment simples, qui ne parlent que de faits, sont partagées entre les différentes personnes qui sont inscrites dans cette formation. Là, c'est sur une formation un peu longue, sous une forme de SPOC, hein, mais du coup, il y a ce réseautage qui est créé sous la forme d'échanges de fiches et qui seront ensuite débattus lors d'un échange en présentiel. D'accord. Il est 17h. Anne-Charlotte, est-ce que vous souhaitez qu'on approfondisse, parce qu'on est revenu plusieurs fois dessus, mais cette idée de module de formation court, actionnable à tout moment, mais l'idée, ce serait surtout en amont de la prise de poste, c'est ça? Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne dessus et qu'on imagine des activités de formation par rapport à vos retours? Parce que là, j'ai l'impression qu'on a fait le tour sur les idées qui pouvaient ressortir de nos questionnements de base. Soit on fait soit on fait un résumé, mais on risque de se répéter un peu, ou soit on essaie de creuser sur ce module court de formation. Vous en pensez quoi? Oui, moi, ça me convient tout à fait pour voir s'il y a des idées justement d'un module en amont des formations pour un public qui ne souhaiterait pas s'engager d'emblée dans un parcours long. Donc là, l'idée de ce module, ce serait un module axé soft skills Oui, pour des gens qui ne seraient pas du tout diplômés ou ne souhaitent pas du tout se former à l'un des 3 diplômes que vous aviez présentés au début, par exemple? oui, tout à fait, c'est ça. Personnes qui ne sont pas diplômées, qui veulent, qui semblent intéressées pour travailler dans le secteur, mais qui ont quand même besoin d'un premier module avant de s'engager dans l'emploi. Et donc, du coup, ce serait forcément pour le poste de aide à domicile et pas soignant. Oui, c'est ça. Mmh. Et donc, ce serait, vous imagineriez un module hybride, par exemple? Enfin, avec du e-learning, du présentiel? Vous imaginez quelque chose de tout à fait présentiel? Heu, à voir, hein, peut-être quand même avec du présentiel, ça me semble important, hein, par rapport à ce qu'on s'est dit quand même, le volet humain, l'interaction, vérifier aussi les acquisitions, avoir des temps d'échange, peut-être des jeux de rôle, donc mmh. Et pour vous, qu'est-ce qu'il est important sur quoi il est important de former pour la prise de poste d'aide à domicile?
sur un module court? C'est quoi les compétences phares ou en tout cas indispensables pour quelqu'un qui ne serait pas formé au métier par le diplôme officiel? Les compétences de base, ça va être la relation d'aide, le relationnel, l'autonomie, la prise d'initiative. C'est vrai que il faut des personnes qui ont du bon sens, en fait, hein, qui vont être organisées aussi, parce qu'il faut quand même se déplacer d'un domicile à l'autre, il faut gérer son temps. Quand je dis avoir du bon sens et prendre des initiatives, c'est s'adapter aussi aux situations, parce qu'on peut avoir une mission à réaliser, mais en fonction de l'état de santé de la personne, on va devoir s'adapter. Donc c'est vrai que c'est beaucoup des aptitudes relationnelles, en fait, de la capacité d'adaptation. Et puis, ouais, c'est essentiellement ces éléments-là qu'on va vérifier, en fait. Et puis, cette notion de, de la motivation d'aider des personnes dépendantes aussi, en fait. Et, découvrir le public aussi, parce que parfois les personnes ne se rendent pas compte non plus. Donc aussi quelque chose qui formerait à la dépendance, déjà? Qu'est-ce qu'une personne dépendante puisque c'est Quelques notions de base, oui, ça semble important. Mmh. On fait beaucoup d'immersion en entreprise, hein, avant de... Ouais. J'ai une idée qui me vient comme ça, je me permets de la partager. Il y a une formation qui a été mise en place sur de premiers secours en santé mentale, suite à tout ce qui se passe, voilà, sur lequel beaucoup de personnes sont en train de se former. Est-ce que c'est pas l'idée d'une formation de base de comment se comporter face à la situation d'aide et de soins, les premiers réflexes à avoir? Donc un peu ce premier niveau, parce que c'est ce que j'entends un peu dans ce que vous dites et que j'essaye de reformuler, c'est premier niveau de comment intervenir et prendre soin de l'autre, tout en prenant soin de soi, parce qu'on je pense que c'est aussi important de sensibiliser les soignants à aussi prendre soin d'eux, de ne pas se mettre en danger dans des manipulations et autres, pour qu'ils puissent durer dans leur métier. Parce que c'est malheureusement trop souvent ce qui arrive et qui fait qu'ils ne peuvent pas continuer leur métier, parce qu'ils se blessent eux-mêmes. Donc, c'est comment j'interviens auprès d'une personne, ou quand est-ce que je n'interviens pas, que j'appelle au secours d'autres. Enfin, voilà, le premier niveau de comment prendre soin des autres. C'est ce qui me vient. Oui, voir ce qu'il est, oui, oui, formation premier secours aussi dans le sens où, elle Premier ah niveau de pardon. soin. Premier niveau de soin, parfois, c'est aller chercher les courses pour éviter que la personne sorte. C'est appeler la famille. Enfin, des fois, c'est des choses effectivement de très bon sens qui va aider la personne qui est en situation de demande de besoin, quoi. Ouais, très intéressant. Est-ce que, là, en effet, sur tout ce qui est prise d'initiative, autonomie, organisation, bon sens, comment on forme à ça? Ça, on a l'impression que ce sont des choses souvent qui sont innées, alors que non. Mais alors, comment former sur un format court, des gens à ça et comment détecter aussi des difficultés dans ces compétences-là? Parce que c'est ça aussi. C'est comment détecter des candidats qui auraient des lacunes sur certaines de ces compétences? Alors, je ne sais pas si c'est des lacunes ou en tout cas, moi, là, je vous pose la question, ou c'est la capacité à voir jusqu'où, quand je dois intervenir et jusqu'où je peux intervenir, quels sont mes devoirs et responsabilités dans le prendre soin. Parce que parfois, les gens, ils vont oser ou des fois, ils vont aller trop loin et c'est de trouver ce juste milieu. Enfin, voilà, je vous vois réagir, Anne-Charlotte, mais je pense qu'il y a une volonté des soignants d'aider, mais une difficulté à est-ce que c'est mon métier d'aller chercher le pain? C'est aussi bête que ça, mais voilà. Oui. Est-ce que c'est comme ça que je prends soin de la personne? Et je pense que quand on commence à rentrer dans ce métier, on ne sait pas
des fois, je suis venue pour changer un pansement et puis finalement, c'est pas autant le pansement que je vais changer. Enfin, voilà, c'est basique ce que je suis en train de dire, mais que d'alerter ou d'appeler quelqu'un parce qu'on est présent et on a vu quelque chose. Et je n'ai peut-être pas à intervenir, mais je peux alerter sur le fait qu'il y ait une dégradation physique, mentale. euh, voilà, enfin, je sais pas, Charlotte, ce premier niveau de comment prendre soin, ça veut dire quoi, jusqu'où je peux aller. Oui, c'est ça, c'est bien connaître, ses missions, les limites aussi des missions en fonction des fiches de poste et puis on appelle ça aussi le positionnement professionnel, en fait. Quelle posture avoir, quand on intervient auprès de personnes dépendantes, en fait. En biosystémie, on parle toujours de responsabilité et pouvoir pour que les gens, ça cadre le poste. Moi, c'est ce que je fais partout où je passe. Et pour avoir échangé pas mal avec des aides-soignantes, entre autres, elles sont souvent en difficulté dans leur métier par rapport à justement ce cadre. Et je pense que c'est aussi parfois ce qui les décourage dans leur métier, parce qu'elles veulent vraiment bien faire, mais parfois on leur reproche d'avoir pas suivi le cadre, mais le cadre n'était pas forcément facile pour elles. Il y a une volonté de bien faire. Oui, surtout que les professionnels parfois se croisent en fait, il peut y avoir le passage, du médecin traitant, de l'infirmier libéral, de l'aide-soignant, de l'aide à domicile qui appartiennent pas forcément à la même structure, qui peuvent communiquer mais pas forcément. Parfois il y a des cahiers de liaison, des outils de communication. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il faut que chacun, connaisse bien ses limites, mais parfois on est obligé de sortir du cadre aussi parce que, on est le dernier à intervenir et on ne va pas laisser la personne, heu, qui a voilà, sans solution, s'il y a eu un souci qui relève du soignant plus que de l'aide à domicile. Donc c'est vrai que c'est des questions, fréquentes ça. Mmh. Donc, je note qu'il y a la nécessité, je voyais aussi Catherine qui disait de mettre en place des habilitations soft skills nécessaires au poste. Ce qui est nécessaire à la prise de poste, c'est quand même la connaissance d'un cadre sur j'ai noté responsabilité et pouvoir, ce dont je suis, ce que je peux faire et ce que je dois faire dans un périmètre bien précis. Ça, ce serait pour vous, Anne-Charlotte, j'imagine quelque chose de nécessaire, d'essentiel. Oui, 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 tout à fait. Mmh. Et ça, est-ce que c'est nécessaire, ça pourrait être... Ça peut être un outil qui peut aider en tant qu'ancienne directrice d'ADECO, et donc beaucoup fait de recrutement. Ça peut aussi aider aux gens à s'orienter vers ces métiers-là parce qu'ils vont se reconnaître. Vous avez du bon sens, vous savez poser le cadre de comment prendre soin des personnes, vous l'avez fait auprès de quelqu'un de votre famille, une personne âgée, etc. Les métiers du soin sont faits pour vous. Du coup, ça permet aussi de communiquer sur c'est ça le cadre de la mission. Et ça revient à la fiche de poste que quelqu'un a cité tout à l'heure, mais on l'amène dans la communication et on fait un premier module qui est cours de formation qui vous permet de valider les compétences, puisque c'était la demande, de valider la personne pour elle aussi que ce métier est fait pour elle, parce que ah bah oui, ça me correspond, bah oui, j'ai la logique, mais en même temps, je comprends tout de suite que ça va être ça. Et après, s'orienter vers plus, parce qu'il y a plein de possibilités. Mais je crois que c'est l'urgence, vu le besoin dans les années à venir, il faut qu'on puisse réorienter des personnes qui ne pensent pas à ces métiers, mais qui ont déjà des aptitudes, mais qui ne se reconnaissent pas, et faciliter le fait qu'ils se reconnaissent. Et après, elles vont grandir. Les soft skills, ça s'accompagne, comme j'ai dit, tout au long de la vie. Elles grandiront avec l'expérience. Mais au moins orienter avec un petit module qui permettra de valider et se rassurer dans les deux sens. Pardon, j'ai été coupée 2 secondes, mais voilà. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres idées par rapport à ce module-là? Quelle forme il pourrait prendre?
Est-ce que ça peut être... est-ce que là, vous voyez du présentiel nécessaire sur le fait d'expliquer aux gens que... oui, bah, Karine, j'imagine. Ou ça peut être, oui, un témoignage. Non, oui, je sais pas. Ben moi, je pense que peut-être c'est aussi intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui peut permettre au plus de personnes possible d'accéder à ce module-là, puisque là, on parle plutôt d'un module d'orientation. Moi aussi, hein, je suis une grande convaincue du blended learning et j'aime beaucoup la rencontre, voilà, en présentiel. Maintenant, si déjà il y a une contrainte, tiens, il va falloir que je me déplace à Rennes ou je ne sais où, tel jour, à telle heure, bon, voilà, tout de suite, il y a une logistique qui peut venir poser des freins. Alors que la mise à disposition d'un outil d'information, d'orientation, de réflexion, de questionnement, etc., tout ce qu'on a pu dire précédemment, pour moi, plus c'est simple, plus c'est facile, plus c'est aidant, et moins ça va décourager des vocations en cours de construction, quoi. Donc les deux sont évidemment envisageables. Maintenant, c'est peut-être en tout cas ce type de questions qu'il faut se poser pour savoir ce qui fera pencher la balance vers un choix plutôt qu'un autre. Oui, il y a l'accessibilité très important. Et puis aussi, ça pourrait être, en fait, je pense à un témoignage de père qui dit, voilà, en fait, moi, dans mon travail, je suis amenée à ça, ça, ça. J'ai ces qualités-là. Ces qualités-là qui nous sont demandées pour exercer notre travail. C'est ne serait-ce qu'un témoignage de plusieurs pairs exerçant le métier et expliquant avec des mots très simples et par leur vécu ce qui pour elles est important pour bien faire leur travail, ne serait-ce que ça, accessible en vidéo, une interview en fait, tout simplement. Ça peut être un outil intéressant, je sais pas. Il y a un gros syndrome d'imposteur sur les femmes qui font déjà ça bénévoles, qui ont les aptitudes et qui ne pensent pas en faire un métier. Il faut arriver par la communication à les capter, à leur dire vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. Le métier du soin est fait pour vous, venez nous rencontrer. Et après, un partenariat local, je rejoins le commentaire qui a été fait avant. Oui, c'est des gens qui ne se déplaceront pas ou peu, qui auront. Déjà, c'est pas facile pour elles d'aller vers quelque chose d'inconnu. Donc, il faut vraiment faciliter, notamment en faisant des rencontres locales, en les multipliant pour qu'elles n'aient pas à faire 100 km. En plus, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas possible avec les frais. Donc, faire plein de rencontres dans plein de villes avec peut-être des partenariats Pôle emploi et autres pour aller au plus près de ces personnes qui ne sont pas toujours des personnes qui recherchent un emploi, mais qui pourraient, parce qu'elles sont en situation de précarité, qu'elles ont des enfants à s'occuper, mais elles savent faire. Et sur un temps partiel notamment, pourraient prendre... alors ça multiplie les difficultés, mais en même temps, au moins, on a des personnes. Là, on est un peu plus sur un module d'orientation et d'attractivité d'un secteur qu'un module de formation pour une personne qui a choisi. Ouais. Je pense que tout ce qu'on a listé pourra difficilement être traité dans un seul et même module parce qu'effectivement, ça vise des objectifs différents. Il y a des objectifs vraiment de découverte et de connaissance, les missions, les limites, quel va être le public que je vais pouvoir accompagner, etc. Là, on est vraiment dans du factuel. Et après, ou avant, peut-être qu'il faut réfléchir aussi, il y a le profil, quelles sont mes compétences relationnelles, comment je les développe, comment je réagis. Mais c'est vrai qu'au-delà d'une vidéo pédagogique, je pense que c'est important d'amener la personne à vraiment aussi être active en découvrant les témoignages, c'est-à-dire à se questionner pour pas que ce soit simplement une pub entre guillemets pour les métiers de l'aide à domicile, mais vraiment qu'il y a cet engagement de faire du lien entre ce qu'on me présente du métier et ce que je suis, mes expériences passées et ce que pourraient être mes situations professionnelles futures. Moi, je voudrais quelque chose qui irait au-delà de la vidéo. La vidéo pourrait être un support de transmission d'un certain nombre de contenus, mais avec aussi des activités qui amènent la personne à faire un petit bilan la concernant et peut-être justement des encouragements qui viennent renforcer l'idée que ça peut être vraiment une belle idée pour elle et un secteur professionnel dans lequel elle va pouvoir s'y épanouir. Et en mettant vraiment aussi en avant, mais ça on l'a déjà dit ensemble dans les partages, le sens
de ces métiers-là. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir de l'aide à l'habillage, de l'aide à la toilette, des choses comme ça. Mais ce qu'on avait pu dire aussi en début de session, peut-être la seule visite de la journée, peut-être le moment où on va parler avec la personne. Et le fait de parler, c'est aussi la stimuler cognitivement, c'est prévenir le déclin des fonctions, c'est l'aider à garder son autonomie et à pouvoir vivre à son domicile encore le plus longtemps possible. Et on sait très bien que c'est le souhait d'à peu près tout le monde de rester vivre dans sa maison et de ne pas devoir aller dans une institution. Donc ces messages forts du sens qui vont vraiment valoriser la personne qui va faire ce métier-là, puisque souvent ce sont quand même des personnes qui ont eu un parcours scolaire, pas forcément très, très satisfaisant, mais voilà, ça peut réamorcer en tout cas une envie d'apprendre, de se former pour bien faire un métier qui fait sens et voilà, qu'on a envie de faire avec enthousiasme. Merci Catherine. Est-ce que ça vous parle, Anne-Charlotte? Je vois qu'il est 17h20. On peut peut-être essayer de tirer les grandes lignes de cet échange. Est-ce que vous retenez? Vous souhaitez que je commence ou... Oui, allez-y. Je pense que oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir par rapport à votre posture à vous, de professionnels du secteur, en fait, si ces éléments-là vous ont parlé et qu'est-ce que vous pouvez retenir, en fait, de cet échange? Tout d'abord, merci pour tous vos conseils et c'est vrai que je retiens aussi l'idée de la boîte à outils et d'avoir divers outils pour former mais plus là les personnes qui sont déjà salariées et en amont d'essayer de plusieurs conseils sur essayer de capter le public en fait pour l'attirer vers notre secteur du fait des besoins et de la possibilité de se former en cours d'emploi et que finalement enfin moi nous notre problématique c'est vraiment attirer et puis fidéliser et donc là j'ai noté plein de petits conseils donc avec une multiplicité de supports, d'outils, mais aussi de privilégier quand même le face-à-face. Et puis sur les idées et les thématiques proposées, ça rejoint tout à fait nos problématiques et nos besoins. Donc, je vais peut-être laisser la parole. Écoutez, moi, je n'ai rien à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. J'ai un dernier partage d'expérience. Oui. Dans la continuité de l'intervention d'avant aussi. Quand j'ai ouvert l'agence ADECO de Lamballe en 2000, j'avais des gros problématiques de recrutement sur certains métiers pénuriques comme le transport, la grande surface, etc. Et je suis passée par la formation. J'ai recruté des gens pour les former. J'ai fait connaître ces métiers qu'ils ne connaissaient pas. Et je donne cet exemple-là parce que c'était pas intérim, à la base, c'est pas leur métier de former. Et le partenariat avec les entreprises, ça a été, je cherche les gens, moi je sais les recruter, je leur fais connaître le métier, on les forme et on les met chez vous. Et ça a très très bien fonctionné sur les métiers pénuriques. Je suis à peu près sûre que des enseignes pourraient être intéressées, partenaires. Ils ont beaucoup de problématiques de main-d'œuvre, mais aujourd'hui la problématique elle est liée à la formation et à l'orientation vers les métiers. Ça peut vraiment être une solution. Oui, je pense que c'est une bonne idée et on n'y pense pas forcément en fait. Super. Est-ce que, Sylvie, j'ai vu que tu avais mentionné quelque chose en commentaire. Donc, c'était plutôt sur le format de formation. Est-ce que toi, est-ce que tu veux en parler ou J'ai juste déposé ça comme un outil en fait. Voilà. Donc c'est plus c'est des questionnaires, c'est différent. Enfin c'est une sorte de boîte à outils dans le domaine des soft skills avec Ok. des questionnaires, des choses comme ça. Ok, je vois que c'est en anglais. Il y a peut-être Oui. une version
Je ne sais pas, mais Ah oui, oui, voilà. peut-être. Si, il y a des Ouais, versions, ouais. il y a des versions françaises. Merci. On pourra, j'essaierai peut-être de trouver la version française et de vous l'envoyer si ça vous intéresse, Anne-Charlotte. Oui, tout à fait, merci. Il est 17h25. Merci pour toutes ces réflexions. Je vais essayer de... j'ai pris des notes, mais elles sont un petit peu brouillon. L'idée, ce serait de rassembler ces réflexions dans un petit document pour pouvoir vous le transmettre, Anne-Charlotte, et s'en servir comme base aussi à des réflexions futures. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont transférables aussi à d'autres secteurs, puisqu'on parle de secteur pénurique. En tout cas, merci beaucoup de votre participation à tous et des propositions riches pour cette problématique. Voilà, je vais vous laisser. Anne-Charlotte, merci d'avoir participé et puis de nous avoir éclairé sur le secteur. Je vous laisse la parole si vous voulez dire au revoir à votre tour ou dire autre chose. Oui, merci à toutes et à tous parce que c'est vraiment intéressant de travailler de cette façon et d'avoir des conseils sur notre problématique. Donc, merci pour ce temps d'échange qui me sera utile. Et puis, voilà, donc je vais prendre en compte tous vos conseils pour essayer de construire un module déjà et puis de voir comment améliorer nos formations.